Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous allons interpréter dans cet épisode s'appelle L'essentialisme. L'auteur de ce livre est Greg M. Giverne, un entrepreneur du savoir qui se concentre sur l'innovation et la concentration. Il a fondé sa propre société de conseil pour fournir des services aux plus grandes entreprises mondiales telles qu'Apple, Google et Facebook. Il contribue à des magazines tels que Fortune et Harvard Business Review. Il a également animé un séminaire sur l'essentialisme à l'université de Stanford. Et a été invité à prononcer un discours au Forum économique mondial, ce qui a une influence extraordinaire. Les points de vue et les méthodes mentionnées dans ce livre peuvent constituer un manuel pratique pour optimiser le travail et améliorer la vie. Si vous rencontrez des problèmes d'efficacité au travail et d'orientation de carrière, cela peut vous aider à résoudre le problème. Alors, qu'est-ce que l'essentialisme ? Pourquoi avons-nous besoin de l'essentialisme et comment le pratiquer ? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. Avez-vous souvent l'impression d'être occupé au travail, mais votre efficacité est très faible ? Ou avez-vous l'impression que votre vie est chaotique et dépassée parce que votre temps est toujours perturbé par des exigences extérieures ? Ou avez-vous l'impression d'avoir travaillé si dur sans aucun espoir de percée professionnelle ? Si vous êtes dans une telle situation difficile, alors les concepts et les méthodes de l'essentialisme préconisés dans ce livre peuvent vous aider à vous sortir de cette situation difficile. Qu'est-ce que l'essentialisme ? En termes simples, l'essentialisme est une façon de penser et une attitude envers la vie. Il préconise que nous ne fassions que ce que nous devrions faire le plus et ne devrions pas être avides de plus. Ce n'est qu'en concentrant notre temps et notre énergie sur les choses les plus importantes que nous pourrons atteindre l'objectif efficacité et efficience les plus élevés. Contribuer le plus. Vous vous demandez peut-être, n'est-ce pas ce que les gens appellent souvent concentration ou soustraction ? Oui, de nombreux concepts et suggestions d'essentialisme sont déjà apparus dans divers médias et ne sont pas nouveaux. Mais vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas bien faire, non pas parce que nous ne comprenons pas les principes ou les méthodes, mais parce que nous ne parvenons pas à combiner les principes et les méthodes. Parce que si vous n'avez que des principes mais pas de méthodes, les choses ne se feront pas, si vous n'avez que des méthodes mais pas de principes, les choses ne dureront pas longtemps. Par conséquent, nous avons besoin d'un ensemble de concepts, d'étapes et de méthodes essentialistes comme solutions systématiques pour nous aider à résoudre les problèmes. Dans ce livre, l'auteur propose le concept d'essentialisme, introduit le modèle de pensée de l'essentialisme et une méthode systématique pour les transformer en actions, qui peuvent aider les lecteurs à concentrer leur temps et leur énergie sur les choses les plus importantes, afin de rechercher le plus haut. Efficacité et plus grande contribution. Ce livre se concentre sur le travail et enseigne aux gens comment se concentrer sur leur carrière afin de progresser et de réussir. Ensuite, nous vous expliquerons ce livre en deux parties. La première partie concerne l'idéologie de l'essentialisme, qu'est-ce que l'essentialisme et pourquoi avons-nous besoin de l'essentialisme ? La deuxième partie est la méthode pratique de l'essentialisme, quelles étapes et quelles voies pouvons-nous emprunter pour atteindre les objectifs de l'essentialisme. J'espère qu'après l'avoir écouté, cela vous aidera à faire la distinction entre les choses importantes et sans importance, à trouver la bonne direction de carrière grâce à des choix décisifs, à améliorer l'efficacité du travail, à vous débarrasser des vies triviales et dénuées de sens et à vous concentrer sur les vies importantes et précieuses. Première partie. Tout d'abord, regardons ce qu'est l'essentialisme et pourquoi nous avons besoin de l'essentialisme. Le concept d'essentialisme, comme nous l'avons mentionné précédemment, préconise de ne faire que les choses les plus importantes et de concentrer son temps et son énergie sur les choses les plus importantes afin d'obtenir la plus grande contribution et la plus grande efficacité. Selon les mots de l'auteur, moins, mais mieux, est la loi des reins de l'action. Son concept est très clair, mais pour comprendre en profondeur l'essentialisme, il vaut mieux l'opposer au non-essentialisme. N'oubliez pas que l'essentialisme met l'accent sur moins, mais mieux, tandis que le non-essentialisme considère tout et tout le monde. L'essentialisme croit qu'il n'y a que quelque chose d'important dans la vie et que des choix doivent être faits. La clé est de savoir comment choisir. Le non-essentialisme pense que tout est important, que nous ne pouvons rien ignorer et que nous devons tout organiser correctement. En d'autres termes, le non-essentialisme est la recherche aveugle du plus, tandis que l'essentialisme est la recherche disciplinée du moins. En conséquence, les personnes qui croient en l'essentialisme accompliront des tâches importantes sélectionnées et auront tout sous contrôle, tandis que les non-essentialistes se sentent souvent épuisés et perdus parce qu'ils assument trop de tâches. Par exemple, l'importance de l'essentialisme dans la vie et la carrière est comparable à l'organisation de notre garde-robe. Si vous ne rangez jamais votre placard, il deviendra un désordre, rempli principalement de vêtements que vous portez rarement, et il sera difficile de trouver des vêtements à chaque fois, mais si vous le nettoyez régulièrement, il sera propre et bien rangé, avec seulement quelques vêtements suspendus. Quelques vêtements que vous aimez porter sont très pratiques à utiliser et vous donnent de l'énergie lorsque vous les portez. Par conséquent, l'essentialisme ne consiste pas à supprimer occasionnellement la liste des tâches quotidiennes, mais à éliminer délibérément et stratégiquement ces choses sans importance, non seulement à se débarrasser des choses qui sont une perte de temps évidente, mais aussi à renoncer à certaines bonnes opportunités, parce que le monde est là. Il y a tellement d'opportunités dans le monde, et il est impossible de toutes les essayer avec du temps et de l'énergie personnelle.
je ne peux me concentrer que sur quelque chose d'important. En d'autres termes, par rapport aux non-essentialistes, l'une est que l'énergie est dispersée sur de nombreuses choses différentes, ce qui entraîne des progrès sporadiques dans chaque domaine, mais aucun d'entre eux n'est satisfaisant, l'autre est que la même énergie l'utilise sur quelque chose, afin que vous puissiez faire des progrès significatifs sur les choses les plus importantes et obtenir des résultats satisfaisants. Vous voyez, les avantages de l'essentialisme sont évidents et la raison est claire. Mais pourquoi tant de gens sont-ils encore préoccupés par le problème du non-essentialisme ? C'est comme si tout le monde connaissait les avantages d'organiser sa garde-robe, mais les garde-robes de la plupart des gens sont encore désorganisées. Dans ce livre, l'auteur résume 2 raisons. Le premier est le paradoxe du succès. Si nous avons des objectifs ciblés et une concentration de nos efforts, cela nous aidera certainement à réussir. Mais après le succès, il n'y aura plus d'opportunité de choisir, il faudra consacrer plus de temps et d'énergie et plus de choses vous gêneront. En conséquence, vous vous écarterez de l'objectif initial et serez incapable de maintenir votre concentration initiale, semant ainsi les graines de l'échec. Il y a aussi des raisons sociales, sous diverses tendances sociales, le non-essentialisme prévaudra. Premièrement, le nombre d'options disponibles a augmenté de façon exponentielle. Au cours des dernières décennies, en raison du développement de la mondialisation des échanges, les individus ont de plus en plus d'options parmi lesquelles choisir, ce qui dépasse leur capacité de gestion, parce que plus il y a de choix, plus il est difficile de filtrer les choses importantes, c'est-à-dire, psychologue ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, plus vous devez prendre de décisions, plus la qualité de vos décisions est mauvaise. Le deuxième concerne les problèmes causés par le progrès technologique. La popularité de l'Internet mobile et des téléphones mobiles permet aux gens de partager rapidement des informations, ce qui pose également de nouveaux problèmes. En raison de l'Internet au débit, de la surcharge d'informations et du trop grand nombre d'opinions, notre attention sera distraite et la pression sociale augmentera, ce qui interférera grandement avec notre réflexion et notre prise de décision. La troisième est de se laisser induire en erreur par le concept « on peut tout avoir ». Ce point de vue est colporté dans la publicité, promu au sein des entreprises et intégré dans les descriptions de postes. À l'ère actuelle où les choix et les attentes sont considérablement élargis, cela alimente le feu de vie bien rempli. Dans un tel environnement, il n'est pas facile de poursuivre l'essentialisme. Ce n'est qu'en mettant l'accent sur la pensée essentialiste que nous pourrons résister à l'influence du non-essentialisme. Ce type de réflexion comprend 3 aspects. L'un est le choix. Nous devons croire que le choix est un pouvoir important, ce qui rend les gens humains résident dans leur capacité à choisir. Si vous ignorez la capacité de choisir, vous choisissez d'être impuissant et ne pouvez qu'obéir aux choix des autres ou aux forces extérieures, détruisant ainsi votre propre libre arbitre. La seconde est le dépistage. Vous savez, pour une seule personne, beaucoup de choses dans l'univers, y compris de nombreux comportements humains, n'ont que peu de valeur. La plupart des choses auxquelles nous sommes confrontés sont du bruit, mais seules quelques-unes sont précieuses. Par conséquent, travailler plus dur ne signifie pas nécessairement que vous gagnerez plus, bien au contraire, poursuivre moins peut conduire à de meilleurs résultats. Le troisième est le choix. Comme l'a dit l'économiste Thomas Sowell, il n'y a pas de soi-disant solution, il y a juste des compromis. Nous ne pouvons pas tout avoir et tout faire. Nous devons comprendre ce que nous voulons dans des domaines clés. Faites des choix intelligents et devenez maître de votre propre action. En bref, la pensée essentialiste nécessite 3 changements, de « je dois le faire » à « je choisis de le faire », de « ceci est important » à « la plupart des choses ne sont pas importantes », de « comment puis-je m'occuper de tout » à « comment puis-je persister ». Une fois ces concepts établis, la pratique de l'essentialisme comporte 3 étapes, qui seront décrites en détail plus loin. Autant emprunter ici la métaphore de l'organisation d'une garde-robe pour évoquer brièvement ces 3 étapes. La première étape consiste à explorer. Face à beaucoup de vêtements en désordre, ne demandez pas « est-ce que j'aurai la chance de porter ces vêtements à l'avenir ?» mais demandez « est-ce que j'aime ces vêtements ? Est-ce que ces vêtements me vont bien ?» Si la réponse est négative, elle doit être éliminée. Tout comme au travail, ne demandez pas « est-ce que cette chose m'est utile ?» mais demandez-vous « est-ce que cette chose m'aidera le plus à atteindre mes objectifs ?» Cela vous aidera à prendre le bon jugement. La deuxième étape est l'élimination. Si vous classez les vêtements en 2 catégories, l'une à conserver et l'autre à nettoyer, vous constaterez qu'il est difficile de jeter les vieux vêtements. Parce que les gens accordent plus d'importance aux choses qu'ils possèdent qu'à leur valeur réelle. À ce moment-là, vous pouvez changer d'avis et demander « si je ne l'ai pas maintenant, combien vais-je dépenser pour l'acheter ?» Cela peut souvent résoudre le problème. Parce que pour la plupart des vieux vêtements, nous ne sommes certainement pas prêts à dépenser de l'argent pour les acheter, c'est-à-dire que leur valeur actuelle est nulle et qu'ils doivent être résolument éliminés. La troisième étape est l'exécution. Pour garder votre garde-robe bien rangée, vous devez la nettoyer et la jeter régulièrement. Par exemple, utilisez des big bags pour emballer les objets que vous souhaitez jeter et réorganiser les objets que vous souhaitez conserver, il faut savoir où sont stockés les déchets et les horaires d'ouverture de la friperie du coin, et organiser l'heure d'y aller. Là, etc. En d'autres termes,
Une fois que vous avez déterminé ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut conserver au travail, vous avez besoin de méthodes spécifiques pour le mettre en œuvre, qui seront développées plus tard. Bref, l'essentialisme est un passage obligé pour organiser la garde-robe de la vie. Ce n'est pas comme organiser un véritable placard, ce qui n'arrive qu'une fois par an, une fois par mois ou une fois par semaine, c'est une règle à toute épreuve que vous devez appliquer à chaque fois que vous prenez une décision, un choix entre beaucoup de futilités dénuées de sens et quelques des choses qui comptent vraiment. En maîtrisant cet ensemble de règles, vous pouvez obtenir 2 fois le résultat avec la moitié de l'effort au travail. Que se passera-t-il si nous ne comprenons pas l'essentialisme et ne rangeons pas à temps la garde-robe de la vie? Au fil du temps, votre garde-robe deviendra de plus en plus encombrée, remplie de vêtements que vous portez rarement, et la gestion de votre image en sera grandement affectée. De même, dans la vie et dans la carrière, à mesure que nos rôles sociaux deviennent de plus en plus complexes et que nous avons de plus en plus d'engagement, le travail deviendra déroutant et la vie deviendra très mauvaise. À moins que nous ne trouvions une manière systématique de régler les choses, cette situation perdurera pour toujours. La seconde partie. C'est de cela dont nous allons parler ensuite, des étapes et des méthodes à utiliser pour pratiquer l'essentialisme. Vous savez, l'essentialisme consiste à planifier sa vie, et non à faire les choses en se basant sur l'intuition. Il ne s'agit pas de faire des choix imprudents, mais de faire consciemment une distinction entre la minorité importante et la majorité sans importance, d'abandonner les choses sans importance et de fournir un chemin clair et fluide pour réaliser les choses importantes. Méthode systématique. La première étape consiste à distinguer la majorité dénuée de sens de la minorité significative, ce qui constitue l'exploration, mentionnée ci-dessus. Pensez à la garde-robe mentionnée plus haut, si l'on se demande, à l'aide de critères généraux, s'il y a une chance de porter un certain vêtement à l'avenir, il est alors concevable que la garde-robe soit remplie à ras-bord de vêtements rarement portés. Au contraire, ce n'est qu'en vous demandant si vous l'aimez vraiment et si cela vous va bien. Avec des questions aussi claires, vous pouvez être déterminé à éliminer ces vêtements en désordre et à faire de la place pour de meilleurs vêtements. De même, les non-essentialistes utilisent des critères serviles et peu clairs lorsqu'ils font des choix. Par exemple, si le leader me demande de faire quelque chose, alors je le ferai. Ou plus largement, si quelqu'un me demande de faire quelque chose, je le ferai. Ou encore, tout le monde le fait, donc je devrais le faire aussi, etc. Des normes larges alourdiraient considérablement nos tâches et imposeraient de lourdes charges. Alors, comment pouvez-vous identifier ce qui est vraiment important et filtrer ce qui ne l'est pas? Il existe un moyen simple, dites non à tout ce dont vous n'êtes pas convaincu. Selon les mots d'un entrepreneur, si la réponse n'est pas un « oui » catégorique, elle devrait être un « non » catégorique. Cette affirmation est très importante. Selon cette idée, l'auteur préconise que lorsque nous sommes confrontés à diverses opportunités ou tâches, nous ne devrions accepter que les 10% des objets les plus riches. Le livre propose 3 étapes, 3 normes minimales et 3 normes extrêmes à choisir entre elles. La première étape consiste à noter les opportunités disponibles. La deuxième étape consiste à rédiger 3 normes minimales. Ces 3 normes de base doivent être respectées avant de pouvoir être prises en compte. La troisième étape consiste à noter 3 critères extrêmes. Si cette opportunité ne répond pas à 2 des 3 critères extrêmes, la réponse est toujours « non ». Avec un processus aussi simple, la plupart des options peuvent être éliminées. Par exemple, si nous recherchons mentalement une bonne opportunité de carrière, nous obtiendrons de nombreux résultats. Mais si vous posez 3 questions idéales, qu'est-ce qui me passionne profondément? Qu'est-ce qui utilise mes talents? Qu'est-ce qui répond à un besoin important dans le monde? L'éventail des résultats sera considérablement rétréci. C'est là qu'interviennent des normes et des systèmes clairs. En outre, l'auteur a également souligné que dans une société compliquée, nous devrions nous retirer correctement du présent, prendre du recul pour voir clairement la situation et nous créer un espace pour explorer et réfléchir. Il faut regarder la situation dans son ensemble plutôt que de s'attarder sur les détails afin de comprendre l'essence du problème. Si possible, il est préférable de se rendre sur place et de capturer les détails inhabituels pour découvrir ce qui est vraiment important. En bref, les gens qui croient en l'essentialisme passent beaucoup de temps à écouter, à réfléchir et à explorer afin de pouvoir distinguer les quelques-uns qui ont du sens des nombreux qui n'en ont pas. Vient ensuite la deuxième étape, l'élimination, c'est-à-dire se débarrasser de la plupart des choses qui n'ont aucun sens. Repensez à la garde-robe mentionnée plus tôt. À ce stade, vous avez soigneusement examiné tout ce qui se trouve dans votre garde-robe et trié les vêtements en piles que vous devez conserver et ceux que vous devez jeter. Mais vous constaterez que jeter de vieux vêtements n'est pas facile. Vous pourriez être un peu réticent à vous en séparer et vous inquiéter de ce que vous ferez si vous regrettez d'avoir jeté un vêtement au bout d'un moment. Ce sentiment est normal. Les gens ont tendance à accorder plus de valeur aux choses qu'ils possèdent qu'à leur valeur réelle, et sont donc réticents à les jeter. C'est ce qu'on appelle l'effet de dotation. Vous pouvez y penser autrement, combien serais-je prêt à dépenser pour l'acheter si je ne l'avais pas? Cette approche, c'est-à-dire prétendre que vous ne l'avez pas encore, peut nous aider à nous débarrasser de nombreuses choses qui semblent utiles mais n'ont aucune valeur. De même, lorsque vous décidez quoi éliminer au travail, demandez-vous,
que serais-je prêt à faire si je n'avais pas cette opportunité? Ou, combien d'efforts serais-je prêt à faire si je n'étais pas déjà impliqué dans ce projet? Venez vous impliquer? Si la réponse n'est pas un « oui » définitif, alors elle devrait être un « non » catégorique. C'est un moyen important d'éliminer les options moins importantes. Le livre mentionne que la raison pour laquelle nous nous retrouvons empêtrés dans des choses redondantes est que nous sommes souvent peu disposés à admettre les échecs passés et à essayer de sauver la défaite et de rattraper les pertes. À l'heure actuelle, il est particulièrement important de souligner qu'arrêter les pertes est la plus grande victoire. Tout comme l'auteur a mentionné qu'un de ses amis ne s'arrêtait jamais pour demander son chemin en conduisant parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il était perdu. Par conséquent, il perdait toujours du temps à tourner en rond, mais il ne parvenait à rien. Il s'agit d'un comportement typique non essentiel. Lorsqu'une erreur se produit, ce n'est qu'en admettant que vous avez commis une erreur que vous pourrez laisser l'erreur rester dans le passé. Si nous nions toujours nos erreurs, nous tournerons en rond sans but et ne parviendrons pas à progresser. Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est admettre votre erreur, arrêter la perte dès que possible et recommencer. Il y a une autre analogie dans le livre qui m'a profondément touché. Il compare l'élimination des questions triviales qui n'ont pas de sens à l'édition, comme l'a dit un entrepreneur, le PDG et le rédacteur en chef de l'entreprise. Les essentialistes croient que l'amélioration nécessite la suppression, la soustraction des mots, des images et des détails gênants. Les non-essentialistes croient que l'amélioration signifie l'ajout et le maintien de chaque mot, image ou détail. L'auteur propose ainsi 4 principes pour éditer la vie, dont la suppression, rejeter les bonnes options avec autodiscipline, la correction, revoir le noyau, ajuster l'orientation, la prudence et la retenue, etc. qui peuvent être utilisés pour expulser de nos vies. De plus, éliminer ce qui n'a pas d'importance signifie dire non aux autres, et régulièrement. Cela signifie qu'il faut du courage pour rejeter de nombreuses attentes sociales. La plupart des gens acceptent souvent des choses inutiles pour éviter l'embarras, mais les essentialistes osent dire « non » avec fermeté et élégance. Il ne s'agit pas seulement d'un entraînement mental, mais aussi d'un entraînement émotionnel. Sur ce point, le livre original a une discussion merveilleuse, mais en raison du manque de place, je ne m'étendrai pas ici. Si vous êtes intéressé, je vous recommande de le lire. En bref, refuser des opportunités dans le travail et dans la vie est bien plus difficile que de jeter de vieux vêtements dans votre placard, mais nous devons prendre la décision. Choisir parmi ces choses apparemment importantes peut nous aider à nous concentrer sur notre carrière et à ouvrir la voie à la prochaine étape du succès. La dernière étape est l'exécution, qui permet de réaliser sans effort les quelques éléments qui ont du sens. Pour revenir à l'analogie précédente, si vous souhaitez garder votre placard bien rangé, vous devez procéder à une organisation régulière. Par exemple, vous aurez besoin d'un grand sac pour contenir les objets que vous souhaitez jeter, et vous devrez également savoir où sont stockés les déchets et les heures d'ouverture de votre friperie locale, etc. Autrement dit, une fois que nous avons déterminé les comportements et les efforts que nous souhaitons conserver, nous avons besoin d'un système permanent pour les faire respecter. Vous ne pouvez pas attendre que votre garde-robe soit pleine à craquer avant de procéder à une purge épuisante. Pour les tâches importantes, il existe 2 manières de penser, soit les exécuter avec force brute, soit les laisser opérer automatiquement. Les non-essentialistes croient que les choses importantes doivent être faites par la force et que leur exécution n'est rien de plus qu'un effort brutal. Pour faire avancer les choses, il faut travailler dur. Les essentialistes, quant à eux, élaborent une routine pour que les choses qu'ils considèrent comme importantes suivent un chemin par défaut. Parce qu'avec la bonne routine, chaque effort produira les résultats souhaités. Par exemple, si nous n'avons pas la bonne routine, nous tomberons souvent dans des habitudes non essentielles, comme vérifier notre téléphone dès que nous nous réveillons chaque matin, acheter une collation sur le chemin du retour après le travail tous les jours, ou traîner sur Internet. Comment se débarrasser de ces habitudes triviales dénuées de sens et effectuer des activités de routine importantes? Le livre présente 5 étapes, dont briser d'abord les os les plus durs, établir des routines mixtes, briser les stéréotypes un par un, etc. En raison du manque de place, nous nous concentrons sur 2. La première consiste à réviser vos déclencheurs comportementaux. En d'autres termes, si vous souhaitez changer votre routine, vous n'avez pas besoin de changer réellement de comportement, il vous suffit de trouver l'événement déclencheur qui a déclenché l'habitude et de l'associer à quelque chose d'autre d'important. Par exemple, si le supermarché sur le chemin du travail vous incite à acheter une collation, la prochaine fois que vous passerez par là, vous voudrez qu'il vous rappelle d'aller chercher une salade à la charcuterie d'en face. Ou, si vous faites défiler votre téléphone lorsque l'alarme se déclenche, utilisez-le pour vous motiver à vous lever et à lire. Au début, il peut être très difficile de résister à la tentation d'acheter des collations ou de consulter votre téléphone. Mais chaque fois que vous adoptez un nouveau comportement, vous renforcez l'association de ce stimulus avec le nouveau comportement dans votre cerveau, et après une période de répétition, vous exécuterez inconsciemment et automatiquement la nouvelle routine. La seconde consiste à créer de nouveaux déclencheurs. Pour créer de nouveaux changements de comportement, vous ne pouvez pas vous limiter aux événements stimulants existants, vous pouvez créer de nouveaux événements pour former de nouvelles routines. L'auteur a utilisé cette méthode pour cultiver l'habitude de tenir un journal.
Avant, il écrivait dans un journal pendant quelques jours et se reposait quelques jours. Plus tard, j'ai entendu dire que j'avais besoin de quelque chose comme signal pour me rappeler d'écrire à une heure précise chaque jour. Il a donc mis le journal dans son sac, à côté du téléphone. Chaque soir, lorsqu'il sort son téléphone de son sac pour le recharger, il voit le journal, qui lui rappelle visuellement qu'il faut y écrire quelque chose. De cette façon, il a pris l'habitude de tenir un journal et a établi un programme automatisé pour le comportement cible. De plus, pour pouvoir exécuter le plan prévu, il est très important de se concentrer sur le moment présent. Si une personne s'attarde toujours sur les succès ou les échecs du passé et est immergée dans l'avenir et les défis et opportunités imaginés, elle sera certainement distraite, ce qu'on appelle regarder en avant et en arrière. Alors comment se concentrer sur le moment présent? Ce livre souligne 3 points. Premièrement, déterminer ce qui est le plus important maintenant. Deuxièmement, planifier l'avenir et hiérarchiser chaque liste. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons saisir les points clés et concentrer notre énergie. De plus, nous devons prêter attention à la valeur des petites victoires, c'est-à-dire que nous devons nous applaudir pour chaque petit progrès, qui peut continuellement améliorer notre confiance en soi et nous pousser vers nos objectifs prédéterminés. En bref, que nous souhaitions accomplir une tâche professionnelle ou passer à un nouveau niveau de carrière, nous avons généralement l'impression que le processus d'exécution est semé d'embûches et que nous devons serrer les dents et nous forcer à le terminer. Un essentialiste est différent, au lieu de se forcer à performer, il gagne du temps et crée une méthode pour éliminer les obstacles et faciliter l'exécution des tâches. Grâce à un tel programme, vous pouvez obtenir 2 fois le résultat avec la moitié de l'effort, gagner plus et contribuer davantage. Maintenant, passons en revue. Dans la première partie, nous avons présenté les concepts de base de l'essentialisme, notamment ce qu'est l'essentialisme et pourquoi nous avons besoin de l'essentialisme. Ce qu'on appelle l'essentialisme signifie concentrer son temps et son énergie sur les choses les plus importantes et rejeter les choses sans importance afin d'obtenir la plus grande contribution et la plus grande efficacité. Selon les mots de l'auteur, la recherche de « moins, mais mieux » est la loi des reins de l'action. Cela peut nous aider à nous concentrer sur des choses importantes, à réaliser des progrès significatifs et à obtenir des résultats satisfaisants. Cependant, face aux nouvelles tendances sociales, telles que la forte augmentation des choix provoqués par la mondialisation, la surcharge d'informations et les interférences d'attention provoquées par l'Internet mobile, etc., il est difficile pour les gens de maintenir leur concentration. Dans cet environnement, afin de résister à l'influence de facteurs non essentiels, nous devons mettre l'accent sur l'essentialisme et accomplir 3 changements de concept, de « je dois le faire » à « je choisis de le faire » et de « tout cela est important ». A. La plupart des choses n'ont pas d'importance, de « comment jongler avec tout » à « comment persévérer ». Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons jeter les bases de la pratique de l'essentialisme. Dans la deuxième partie, nous examinons les façons de pratiquer l'essentialisme. Comprend 3 étapes. La première est l'exploration, c'est-à-dire la distinction entre la majorité dénuée de sens et la minorité significative. Le plus simple est de rejeter catégoriquement tout tant que vous n'en êtes pas très sûr, vous pouvez ainsi ignorer 90% des opportunités et ne conserver que 10% des points clés. La deuxième étape est l'élimination, c'est-à-dire l'élimination de la majorité dénuée de sens. Pour une opportunité ou une tâche qui doit être abandonnée, nous devons supposer qu'elle n'existe pas et nous demander combien nous sommes prêts à payer pour l'avoir maintenant, afin de pouvoir en voir la valeur et porter un jugement correct. La dernière étape est l'exécution, qui consiste à rendre les quelque chose qui ont du sens sans effort. La chose la plus importante dans cette étape est de vérifier vos déclencheurs comportementaux, de vous débarrasser des mauvaises habitudes, d'établir et de consolider les bonnes habitudes, et de vous concentrer sur le présent, de ne pas être dérangé par des pensées distrayantes du passé ou du futur, et de terminer automatiquement le plus tâche importante selon les bonnes habitudes que vous avez développées. Ensemble, ces 3 étapes peuvent non seulement former une boucle fermée, mais aussi fonctionner en continu, nous permettant d'obtenir une solution à long terme. Je voudrais ajouter un mot ici. Concernant les méthodes pratiques de l'essentialisme, le livre original a un contenu plus détaillé. En raison du manque de place, je ne les aborderai pas une par une ici. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire l'original livre. Mais même sans lire le livre original, vous avez maintenant à peu près saisi son contenu principal. La dernière chose à souligner est qu'il existe 2 manières de penser l'essentialisme, l'une est de le considérer comme une tentative occasionnelle, et l'autre est de le considérer comme une attitude envers la vie. De toute évidence, pour que l'essentialisme fonctionne, il doit être ancré dans notre conscience et solidifié dans nos habitudes comportementales. Sinon, c'est comme un coup de vent qui, après nous avoir apporté un peu de réconfort, disparaît bientôt sans laisser de traces. Il y a un dicton dans le livre, la priorité absolue est de traiter la priorité absolue comme la priorité absolue. Nous devons nous rappeler que le non-essentialisme est la recherche aveugle du plus, tandis que l'essentialisme est la recherche disciplinée du moins. L'essentialisme qui consiste à rechercher moins, mais mieux, doit être considéré comme la loi des reins de l'action plutôt que comme une loi des reins. Sur le vrai changement. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.